Imaginez une création si rentable qu'elle ne nécessite ni usine, ni matière première, ni même de forme. Quelque chose que les gens achètent tous les jours sans le voir, le toucher ou le remettre en question. Cette création invisible, c'est la dette. Depuis des siècles, elle alimente les guerres, couronne les empires et vide les nations. Pourtant, si vous demandez à quelqu'un d'où vient la dette, qui l'a créée et pourquoi elle régit nos vies, vous n'obtiendrez que du silence. La dette n'est pas une note de bas de page dans l'histoire économique. Elle est l'histoire économique elle-même, le courant silencieux qui fait circuler l'argent et le pouvoir. À la base, la dette est une promesse. Vous empruntez aujourd'hui et vous remboursez demain. C'est simple. Mais cet échange cache un mécanisme qui a remodelé la civilisation. L'intérêt. Dès lors que quelqu'un fait payer le temps, l'avenir lui-même devient une marchandise. Bien avant l'apparition du papier-monnaie ou des banques, les peuples de la Mésopotamie antique gravaient leurs dettes sur des tablettes d'argile. Grain dû, argent dû. Mais toutes les quelques décennies, leur roi effaçait ces tablettes. Ces jubilés de la dette n'étaient pas des actes de bonté, mais des actes de survie. Lorsque trop de citoyens étaient écrasés par leurs obligations, le système s'effondrait. La liberté devait être rétablie, sinon l'empire pourrissait de l'intérieur. La Bible hébraïque fait écho à cette sagesse. Tous les 50 ans, elle ordonne le pardon des dettes. Le message était clair. Le crédit pouvait construire une communauté, mais sans contrôle, il pouvait la servir. Mais avec le temps, cette prudence s'est estompée. À mesure que les civilisations se développaient, les élites puissantes ont appris que la dette n'avait pas besoin d'être effacée, elle pouvait être utilisée comme une arme. Dans l'Europe médiévale, l'Église condamnait l'usure, c'est-à-dire le fait de facturer des intérêts excessifs. Sur le papier, cela semblait juste. Dans la pratique, les marchands et les banquiers ont simplement appris à le dissimuler. Un prêt est devenu un accord commercial. Les intérêts se sont déguisés en frais. Et grâce à ces failles discrètes, les prêteurs de Venise, de Gênes et de Florence ont transformé le péché moral en activité quotidienne. À l'aube de la Renaissance, un nouveau type d'empire était en train de naître, non pas celui des terres ou des épées, mais celui des registres comptables. Des familles comme les Médicis ont transformé le flux de crédit en pouvoir dynastique. Elles ont financé des papes et des princes, des guerres et des cathédrales. Leurs pièces de monnaie portaient leur blason, leurs lettres façonnaient la politique. Elles avaient découvert une forme de conquête plus profonde, le contrôle de l'obligation. La dette évoluait d'un contrat à un moteur, une force invisible qui faisait bouger tout ce qui bougeait. Puis vint une transformation si vaste qu'elle allait redéfinir le monde moderne, la naissance de la dette publique. À la fin du XVIe siècle, la République néerlandaise s'est affranchie de l'Espagne. Pour financer sa rébellion, elle a vendu des morceaux de sa promesse à ses propres citoyens. On les appelait des obligations, des morceaux de papier représentant la confiance dans l'État. N'importe qui pouvait prêter à l'État, percevoir des intérêts et même vendre cette promesse à quelqu'un d'autre. Pour la première fois, la guerre n'était plus limitée par l'or dans le coffre-fort du roi. Elle pouvait être financée indéfiniment, en vendant l'avenir lui-même. Les Néerlandais perfectionnèrent le modèle, et l'Angleterre leur emboîta rapidement le pas. En 1694, la Banque d'Angleterre vit le jour. Une institution centrale qui prêterait à la couronne, émettrait des billets et gérerait une dette nationale permanente. L'arrangement était élégant et révolutionnaire. Le gouvernement promettait le paiement, la banque imprimait la promesse et les citoyens l'acceptaient comme de l'argent. La dette n'était plus une mesure temporaire pour les urgences, elle était devenue le sang de l'État. Les profits étaient stupéfiants.
Prêter au roi était plus sûr que prêter à n'importe qui d'autre. Les rois pouvaient toujours taxer leurs sujets pour rembourser. Les guerres qui autrefois ruinaient les monarques pouvaient désormais être menées sans fin. L'empire nourrissait les banques nourrissaient l'empire. Plus les nations se battaient, plus elles empruntaient. Plus elles empruntaient, plus leurs créanciers s'enrichissaient. C'était un cercle parfait qui tournait de plus en plus vite à chaque génération. Au XVIIIe siècle, les marchés obligataires de Londres, Paris et Amsterdam battaient comme les organes vivants de la finance mondiale. Les soldats marchaient, les navires naviguaient, les colonies tombaient, tout cela grâce à l'argent emprunté. Les promesses sur papier alimentaient l'acier et la poudre à canon. Mais le réseau du crédit s'étendait au-delà des palais et des parlements. À mesure que le capitalisme industriel prenait forme, la vie quotidienne s'adaptait à son rythme. Des chemins de fer, des mines et des usines sortaient de terre, chacun financé par des obligations et des prêts. Les investisseurs achetaient des parts dans des projets qu'ils ne verraient jamais. Les travailleurs gagnaient leur salaire dans des entreprises construites grâce à des capitaux empruntés. Et bientôt, ils commencèrent eux-mêmes à emprunter, pour acheter des maisons, des outils, puis plus tard, pour améliorer leur confort. La dette s'est discrètement infiltrée dans le quotidien. Au début du XIXe siècle, le crédit était devenu le système nerveux de la civilisation. Il reliait les agriculteurs aux commerçants, les gouvernements aux banquiers, les ouvriers aux propriétaires fonciers. Chaque paiement alimentait une autre promesse, chaque promesse alimentait un autre paiement. Une seule vérité guidait tout cela. La dette rendait le temps liquide. Elle vous permettait de vivre aujourd'hui la prospérité de demain, mais à un certain prix. Et ce prix n'était jamais neutre. Chaque pièce d'intérêt était un transfert de pouvoir, du débiteur au créancier, du plus grand nombre à une minorité. La génialité ou la cruauté du système résidait dans sa répétition. Un produit vendu une fois rapporte un profit une fois, mais une dette rapporte des profits encore et encore, mois après mois, année après année. Une maison achetée à crédit pouvait coûter 2 fois sa valeur. Un petit retard de paiement pouvait doubler les intérêts dus. Ce qui avait commencé comme une promesse s'est lentement transformé en piège. Pourtant, rares étaient ceux qui le voyaient ainsi. Pour les marchands, la dette finançait le commerce. Pour les gouvernements, elle soutenait l'empire. Pour les travailleurs, elle offrait le rêve du progrès. L'emprunt est devenu synonyme de croissance, preuve que l'avenir serait plus riche que le présent. La dette avait réussi ce qu'aucun produit dans l'histoire n'avait réussi. Elle donnait l'impression que la dépendance était synonyme de liberté. Les grands financiers d'Amsterdam, de Londres et de Paris l'avaient parfaitement compris. Ils ne se contentaient plus de gérer la dette, ils la fabriquaient. Chaque nouvelle guerre, chaque nouvelle voie ferrée, chaque nouvelle invention devenait une nouvelle occasion de prêter, de percevoir, de se développer. Le grand livre avait remplacé l'épée, et derrière chaque triomphe impérial se tenait une file de créanciers comptant les intérêts, façonnant discrètement le destin des nations. À la fin du XIXe siècle, la carte économique mondiale rayonnait de leur influence. Les colonies étaient hypothéquées pour financer les conquêtes. Les industries naissaient endettées et mouraient endettées. L'équilibre des pouvoirs ne reposait plus entièrement sur les armées ou les ressources, mais sur la capacité à emprunter et à faire emprunter aux autres. La dette était passée d'un instrument financier à une philosophie. Elle murmurait que la croissance pouvait être infinie, que l'avenir était une mine inépuisable de richesses qui n'attendait qu'à être exploitée. Mais toute mine, aussi profonde soit-elle, finit par atteindre la roche. Et lorsque cela arrivait, le coup ne retombait pas sur les prêteurs. Il retombait sur les emprunteurs
sur les millions de personnes dont la vie avait été construite sur des promesses invisibles. Au début du XXe siècle, la dette n'était plus l'apanage des rois ou des capitaines du commerce. Elle s'était infiltrée dans les cuisines, les usines et les enveloppes de paie. L'emprunt était devenu un mode de vie. Le grand livre du banquier était désormais le journal intime de chacun. Les hypothèques et les plans de paiement échelonnés transformaient les aspirations en obligations. Posséder une maison, autrefois signe d'indépendance, signifiait désormais signer un contrat qui liait toute une génération à 3 décennies de paiement. Le crédit n'était plus synonyme de honte. Il était synonyme de progrès. Après la Seconde Guerre mondiale, les nations se sont reconstruites grâce à l'argent emprunté. Les architectes de Bretton Woods, réunis en 1944, promettaient la stabilité, mais ont livré autre chose, une machine qui institutionnalisait la dette. Les nouvelles institutions, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, offraient des bouées de sauvetage assorties de conditions invisibles. Les nations pouvaient emprunter pour se développer, mais uniquement selon les conditions fixées par leurs créanciers. Derrière le langage raffiné du développement se cachait une règle simple, l'obéissance en échange de liquidités. Les pays qui ne se conformaient pas à cette règle étaient lentement étouffés par le blocage des fonds. Au nom de la modernisation, des économies entières ont été repensées à distance. La dette était devenue une autre forme de diplomatie. Au niveau national, une révolution plus discrète s'est produite. Les banques ont découvert que les clients les plus rentables n'étaient pas les gouvernements, mais les ménages. Une famille disposant d'un salaire régulier était le débiteur idéal, fiable, prévisible, renouvelable à l'infini. L'hypothèque est devenue le joyau de l'identité de la classe moyenne. Les fibrés automobiles, les crédits pour l'achat de meubles et enfin le petit rectangle en plastique appelé carte de crédit ont transformé la dette en un accessoire de style de vie. « Achetez maintenant, payez plus tard », murmuraient les panneaux publicitaires. Cela ressemblait à de la liberté, mais c'était en réalité une dépendance déguisée en choix. Pour les entreprises et les politiciens, cette nouvelle foi dans le crédit était un miracle. Elle permettait de maintenir les usines en activité, les électeurs satisfaits et les bilans financiers en hausse. Même lorsque les salaires stagnaient, la consommation pouvait se poursuivre, financée par la promesse d'un avenir meilleur. La dette était devenue le moteur caché du capitalisme, tournant discrètement sous le bruit de la productivité. Mais les moteurs construits sur la pression doivent un jour libérer leur vapeur. Dans les années 1970, les gouvernements avaient compris qu'il était plus facile d'emprunter que de taxer. Les banques avaient compris qu'il était plus sûr de prêter que d'attendre, et les banques centrales avaient compris qu'il était plus simple d'imprimer de l'argent que de dire non. Il en résulta une dépendance mondiale déguisée en prospérité. Lorsque les chocs pétroliers ont frappé, les banques occidentales se sont retrouvées inondées de pétrodollars, de vastes océans d'argent à la recherche de rendement. Elles les ont investis dans les pays en développement. Les pays d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie ont emprunté à un rythme record, convaincus que le progrès pouvait s'acheter à crédit. Puis la musique a changé. Au début des années 1980, les taux d'intérêt ont grimpé en flèche sous l'effet de la nouvelle politique de la Réserve fédérale. Ce qui était gérable est devenu impossible. Le Mexique a fait défaut en 1982 et les dominos ont commencé à tomber. Ironiquement, la solution a consisté à s'endetter davantage, à refinancer, à rééchelonner et à rebaptiser cela ajustement structurel. Les nations ont vendu leurs entreprises publiques, réduit leurs services publics et ouvert leurs marchés, tout cela pour maintenir les intérêts à la hausse. Le fardeau n'était pas abstrait. Il se traduisait par la hausse des prix des denrées alimentaires, des hôpitaux vides et des écoles fermées. Pour le plus grand nombre, l'austérité. Pour une minorité, la stabilité. La dette était devenue l'arme silencieuse de l'Empire. Pendant ce temps,
Dans les pays riches, le secteur financier découvrait une nouvelle forme d'alchimie. Ne se contentant plus de tirer profit des seuls intérêts, les banquiers apprenaient à vendre la dette elle-même. Les prêts hypothécaires, les prêts automobiles et les reconnaissances de dettes des entreprises étaient regroupés en paquets, découpés en tranches et négociés comme des métaux précieux. Ce qui était autrefois une promesse personnelle devenait une marchandise mondiale. C'était l'ère de la financiarisation, le moment où le crédit est devenu la matière première de l'ère moderne. Une banque pouvait accorder un prêt, le vendre à des investisseurs et passer à autre chose, en percevant des commissions à chaque étape. On disait que le risque était réparti. En réalité, il était caché, en attente. Quand il a finalement refait surface en 2008, l'illusion s'est brisée. Le marché immobilier s'est effondré et les tours de levier financiers se sont écroulés. Des millions de personnes ont perdu leur maison, leur emploi et leurs économies. Pourtant, ce sont les institutions mêmes qui avaient orchestré la catastrophe qui ont été sauvées en premier. Les gouvernements ont imprimé des milliers de milliards pour sauver les créanciers, prouvant une fois de plus à qui le système était destiné. La dette, loin de diminuer, a explosé. Les taux d'intérêt nuls et les mesures de relance des banques centrales ont rendu les emprunts moins chers que jamais. Le remède était le même que le mal. Plus de crédit, plus de liquidité, plus de promesses. La dépendance s'est aggravée. Aujourd'hui, la dette mondiale dépasse les 300 000 milliards de dollars, soit 3 fois la production annuelle de la planète. Jamais auparavant, l'humanité n'avait autant dû à si peu. Les politiciens appellent cela la croissance. Les économistes le présentent comme un progrès. Mais il s'agit pour l'essentiel de revenus futurs dépensés aujourd'hui. Un étudiant signe un contrat pour ses études et commence sa vie d'adulte enchaîné. Une famille achète une maison et passe sa vie à payer 2 fois son prix. Une nation accumule un déficit et appelle cela un investissement. Les chiffres augmentent, la liberté diminue. L'inflation, ce voleur silencieux, devient le complice du système. Elle érode les salaires, dévalorise l'épargne et ne rend le remboursement possible qu'en dépréciant la valeur de la monnaie elle-même. La prospérité s'avère être un effet de levier déguisé sous un sourire amical. Chaque mois, à chaque paiement, la richesse remonte vers le haut, passant des millions de débiteurs à un petit groupe de créanciers. Ceux qui possèdent des actifs empruntent à bas prix pour multiplier leur richesse. Ceux qui n'en ont pas paient un cher pour survivre. La dette devient non seulement un outil économique, mais aussi le reflet des inégalités. Et pourtant, le système évolue. Les banques centrales parlent désormais de monnaie numérique, c'est-à-dire d'argent qui peut être programmé, tracé et contrôlé ligne par ligne de code. Les prêts pourraient être approuvés ou annulés automatiquement. Les intérêts pourraient être ajustés en temps réel. Elles appellent cela de l'efficacité. Mais l'histoire murmure un autre mot. Contrôle. Des tablettes d'argile à la blockchain, le schéma reste le même. La dette enrichit le prêteur, discipline l'emprunteur et réécrit le sens de la liberté. La brillante idée de ce système réside dans son invisibilité. Nous le célébrons comme une croissance, l'applaudissons comme une opportunité et voyons rarement les chaînes qui se cachent derrière. Il ne nécessite ni armée, ni conquête, seulement la confiance. Tant que les gens croient que demain paiera pour aujourd'hui, la machine continue de tourner. Mais toute machine construite sur des promesses doit un jour faire face au moment où les promesses s'épuisent. Ce qui se passera alors n'est pas encore écrit. La leçon à en tirer est peut-être simple. La véritable richesse n'est pas la capacité d'emprunter sans fin, mais la liberté de vivre sans dette. Chaque époque pense avoir maîtrisé la dette. Chaque époque découvre qu'elle n'a été que maîtrisée par elle. L'histoire ne se répète pas,
mais elles riment avec intérêt. De l'argile de Mésopotamie aux écrans de Wall Street, l'écho perdure. Le produit le plus rentable jamais inventé n'a jamais été une chose, mais une promesse. Et le monde continue d'en payer le prix.